Alors bonsoir à tous, bienvenue à l'émission spéciale FOMC, réunion donc du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Heureux de vous retrouver, d'ailleurs je pense que ça doit être mon premier live de la semaine puisque je suis actuellement occupé à d'autres tâches donc chez DailyFX. Donc bienvenue à tous, vous avez pu suivre le webinaire d'Adrian, celui qui vous a proposé entre 18h et 18h30 avec une disposition graphique qui vous a préparé qui se trouve sur la page Facebook de DailyFX, donc il vous a donné le lien tout à l'heure. Et j'espère que cette disposition graphique vous sera utile pour suivre eh bien, les conséquences sur les marchés financiers de cette réunion du FOMC. Alors c'est une réunion importante. Nous on a quelques minutes là, puisque concrètement comment ça se passe, on va être précis. Et puis en attendant j'affiche l'avertissement légal. Le principe c'est quoi? À 19h, on prend connaissance des nouvelles caractéristiques de la politique monétaire des États-Unis. Alors il y a deux choses, les taux d'intérêt d'une part, qui eux ne vont pas changer de toute façon, et bien sûr les caractéristiques du programme d'achat d'actifs, vous le savez, la phase 3 du quantitative easing, qui là pour le coup va être modifié, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le 18 décembre dernier. Alors on va revenir justement sur ces éléments-là pendant 4-5 minutes, et puis ensuite eh bien, on observera donc l'impact de la décision de politique monétaire, du compte-rendu aussi qui va être rendu public par la Réserve fédérale des États-Unis. Je vais vous donner le lien pour accéder au fichier PDF que vous allez pouvoir lire, puisqu'en fait ce sera la base sur laquelle tout le monde, analystes, journalistes, tout le monde va s'appuyer pour poser des questions à Madame Janet Yellen, nouvelle patronne de la Réserve fédérale des États-Unis, vous le savez, depuis quelques semaines, et qui en fait animera son premier FOMC sans la présence de Monsieur Ben Bernanke. Donc, bienvenue à tous. L'avertissement légal, je l'ai laissé quelques instants, vous avez pu en prendre connaissance. Alors, on va passer, je vais vous donner quelques liens. Voilà, simplement, voilà, ça a planté 2 secondes, mais maintenant tout fonctionne. Je jette simplement un œil à la file commentaire pour voir si tout fonctionne bien. Ok, donc on dit que c'est parfait. Alors, quelques liens intéressants à vous donner. Ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement le site de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est sur ce site-là que vous allez pouvoir accéder au document PDF qui sera rendu public dans quelques instants. Vous allez voir, c'est très court, c'est une simple page dans laquelle un communiqué de presse au fond. Janet Yellen dira que les taux sont inchangés, reviendra sur les nouvelles caractéristiques de la phase 3 du quantitative easing, que je vais vous rappeler dans quelques instants, et surtout envisagera, vous savez, ce que l'on appelle le forward guidance, les objectifs que cherche à atteindre la Réserve fédérale des États-Unis, et puis qui sont donc susceptibles de modifier à terme soit le cycle des taux d'intérêt, soit les mesures dites non conventionnelles, les mesures dites quantitatives, tout ce que vous voulez. Bref, derrière des mesures monétaires quantitatives se cache tout simplement le fait qu'une banque centrale utilise son bilan, en gros la planche à billets, pour acheter quoi? Des actifs de toutes sortes. La Banque centrale du Japon par exemple achète tout ce qui est possible d'acheter sur les marchés financiers. Je vous rassure, la Fed n'achète pas encore d'actions, n'achète pas de contrat à terme du S&P 500. Par contre, elle achète des obligations d'État. Mais justement, elle va en acheter moins. Et d'ailleurs, j'étais surpris d'observer quelques instants des tensions haussières là, sur le rendement américain à 10 ans. C'est quelque chose qui est surprenant d'ailleurs cette semaine, puisque au rythme où on va bientôt, ce sera moins intéressant, enfin plus intéressant en termes de rendement de prêter aux États-Unis qu'à l'Espagne ou à l'Italie. En clair, selon les rendements obligataires, l'économie espagnole et italienne pourrait être plus solide que celle des États-Unis. Donc là aussi probablement un excès, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Donc je vous donne le lien de ce site internet, celui de la Réserve fédérale des États-Unis. Regardez, vous avez deux choses. Ici, je vais zoomer, vous avez donc le calendrier des réunions du FOMC de l'année 2014, et donc nous sommes le 19 mars. Regardez ici celle du 28 et du 29 janvier dernier, vous avez donc ici un accès au communiqué de presse. Et bien, dans quelques instants, vous aurez ici à nouveau accès au communiqué de presse, mais cette fois-ci celui de la réunion du 18 et du 19 mars. Alors, quelles sont les caractéristiques actuelles de la politique monétaire des États-Unis? Alors, je vous ai préparé ce matin quelque chose d'assez rapide, mais qui vous rappelle que d'une part, les taux d'intérêt sont actuellement, en tout cas pour ce qui est du taux principal, celui de refinancement, il est égal à 0, en fait compris entre une fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Les taux directeurs n'ont aucune raison d'être modifiés cette année, et clairement, c'est ce qui fait que le dollar américain, bien sûr en plus des statistiques américaines qui ont pu être défavorables depuis le début de l'année, c'est ce qui a créé de la pression baissière sur le dollar américain. Dans ce qui compte ce soir, puisque clairement il n'y aura pas de surprise, le programme d'achat d'actifs de la Fed sera réduit. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il se compose chaque mois
d'un programme d'achat de 35 milliards de dollars d'achat d'obligations du Trésor américain. D'ailleurs, c'est 10 milliards de moins que les achats mensuels de 2013, et de 30 milliards d'achats de créances hypothécaires. En gros, c'est quoi, hein? Ce sont des crédits immobiliers dont la garantie est basée sur une hypothèque. Vous avez peut-être déjà fait un crédit immobilier, il y a plusieurs types de garanties, et ça peut être notamment l'hypothèque. Généralement en France, c'est Crédit Logement, un organisme mutuel qui assure en fait toutes les personnes qui souscrivent à un crédit immobilier. Mais aux États-Unis, l'hypothèque, donc mettre en dépôt de garantie le bien même pour lequel vous vous endettez, eh bien, a été à une époque très répandu, et ce sont des actifs qui pour la plupart valent désormais zéro parce qu'en face l'emprunteur est incapable de rembourser le capital auprès de la banque. Bref, la Fed nettoie les bilans bancaires à travers ce programme d'achat d'actifs de créances hypothécaires. Donc en nettoyant les bilans bancaires, elle soutient le système bancaire, elle soutient la capacité des banques à prêter de l'argent, et derrière ces fameuses injections de liquidités dont on parle beaucoup et qui sont, on le sait, la base de la tendance haussière des marchés actions. Donc j'ai hâte, comme vous, de connaître quelles seront les nouvelles modalités de la phase 3 du quantitative easing. Actuellement, si vous sommez ces deux programmes d'achat, vous obtenez 65 milliards de dollars. Le marché anticipe 10 milliards de moins. Donc, somme toute, ce soir, nous devrions désormais passer à 30 milliards d'achats d'obligations par mois et à 25 milliards de dollars d'achat de créances hypothécaires par mois. Les forward guidance, c'est clairement l'enjeu de ce soir, puisque la Fed envisage de modifier justement ses objectifs de politique monétaire. En tout cas, on en parle beaucoup. À l'heure actuelle, il s'agit d'un objectif d'inflation annuel. Alors le seuil de 2% est surveillé par la Fed. Et enfin, pour le taux de chômage, la Fed avait une cible à 6,5%, 6,5% donc de taux de chômage, hein, donc exprimé en pourcentage de la population active aux États-Unis. Alors d'ailleurs, c'est ce qui écarte toute hausse de taux d'intérêt par la Réserve fédérale des États-Unis. Certes, le taux de chômage s'est approché de cet objectif, on le sait en grande partie par la réduction du taux de participation, donc des personnes qui cessent de chercher un emploi et donc qui sortent du calcul de la population active. Et a priori, donc ce taux de chômage a légèrement réaugmenté cet hiver, peut-être à cause des conditions hivernales où on a vu une légère augmentation du taux d'activité des personnes qui sont finalement revenues à la recherche d'un emploi parce qu'il y avait eu tout un tapage médiatique sur la baisse du taux de chômage aux États-Unis. Donc ça, ce sont pour les objectifs de la politique monétaire des États-Unis, et c'est ce qui peut être modifié ce soir, et des éléments sur lesquels Madame Janet Yellen reviendra donc tout à l'heure. Alors on va repasser sur la plateforme de trading. Vous avez donc bien sûr la disposition graphique que vous a soumis tout à l'heure Adrien. Moi je vais passer sur l'horizon de temps intraday. On va notamment suivre plusieurs actifs, vous le savez, l'euro-dollar, l'USD-yen. Donc voilà, hein, comme prévu, le tapering est donc de 10 milliards de dollars. Donc je peux d'ores et déjà vous annoncer les nouvelles modalités de la politique monétaire de la Fed, qui donc achètera désormais, en tout cas à partir du mois prochain, 30 milliards d'obligations à la place de 35 et 25 milliards de créances hypothécaires à la place de 30. Donc aucune surprise sur le programme d'achat d'actifs de la Fed qui donc ralentit. C'est une réserve fédérale des États-Unis qui donc somme toute réduit petit à petit son programme de soutien à l'économie, mais du côté des taux d'intérêt on n'a bien sûr aucune modification. Alors ça c'est une chose importante dont on vient de prendre connaissance. Je vous donne maintenant tout de suite les autres modalités. Le programme d'achat d'actifs est réduit. Les taux d'intérêt, eux, sont inchangés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du taux directeur de la Réserve fédérale des États-Unis. Il reste compris dans un intervalle pour ce qui est du refinancement. L'opération standard, hein, qui a lieu une fois par semaine, reste donc à 0,25. Donc, aucune surprise. Maintenant, clairement, nous attendons le discours de Madame Janet Yellen. Alors, on va bien sûr passer sur les marchés. On va essayer de tout couvrir, de comprendre ce qui se passe. Pour vous aider, vous avez encore une fois la disposition graphique que vous a préparée tout à l'heure Adrian. Je regarde simplement sur le site de la Fed si on a déjà un document sur lequel on pourrait s'appuyer, et puis on va observer ce que font les marchés et utiliser l'analyse technique. Donc vous l'avez ici, regardez, il vient d'apparaître, je vous redonne le lien pour ceux qui viennent d'arriver. Vous vous rendez donc ici sur cette ligne-là, hein, celle sur laquelle passe actuellement mon curseur, et vous avez donc ce document PDF. Alors on va l'ouvrir, si vous voulez, on va l'ouvrir, voilà, hein, c'est le document qui a été rendu public, vous pouvez faire ça comme moi, mais bon voilà, pas de surprise, puisque là, on sait désormais que la Fed rachète par mois 30 milliards d'obligations du Trésor aux États-Unis, ce qui crée de la pression haussière d'ailleurs sur le rendement obligataire de l'État américain, et 25 milliards de créances hypothécaires
L'objectif est donc toujours de continuer de nettoyer le bilan des banques aux États-Unis, mais à un rythme moindre. Donc, un certain nombre d'informations sont données dans ce document, vous pouvez en prendre connaissance. Voilà tout le rapport qu'a rendu public la Réserve fédérale des États-Unis. Je vais juste revenir sur le site. On va juste regarder, nous, ce qui est de la conférence de presse. Donc voilà, je vous donne cette fois-ci le lien de la conférence de presse et on va passer sur le marché. Ça va vraiment de toute façon s'activer sur le marché à partir du moment où Madame Yellen prendra la parole. Donc on a le temps là de cadrer ensuite le marché et notamment le marché des actions. Alors on repasse sur cette conférence de presse. Donc en date du 19, concrètement qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien vous pouvez lire ça, mais voilà, on le dit tout de suite, le taux de chômage reste élevé, etc., etc. Elle revient en détail donc sur la politique fiscale, sur le comportement des ménages. Nous on va s'intéresser plutôt à la suite des événements. Le ralentissement du programme d'achat d'actifs est détaillé donc dans ce paragraphe. Et pour la suite des événements, les taux directeurs restent inchangés. Et pour ce qui est du forward guidance, l'objectif reste donc un taux d'inflation de 2%. Là aussi, il n'a pas changé. Et quant à l'objectif du taux de chômage, 6,5%. Donc, vous constatez comme moi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil du côté de la Réserve fédérale des États-Unis. On vient de regarder là ensemble un document PDF, enfin même pas un document PDF, une page web de la Réserve fédérale des États-Unis qui confirme exactement ces deux graphiques qui vous ont été proposés ce matin. Donc, perdez pas votre temps à lire ce document. Voilà en clair où en sont les objectifs vers lesquels tend la Fed. L'inflation, le seuil des 2%, et vous constatez qu'à l'heure actuelle, si l'on utilise soit l'inflation à la consommation ou soit le taux d'inflation proposé par le département du commerce aux États-Unis, le PCE, eh bien nous restons en deçà du niveau surveillé par la Fed. En clair, cela exclut toute hausse des taux d'intérêt aux États-Unis en 2014. Pour ce qui est du taux de chômage, on pouvait s'attendre là à une modification de la cible de la Fed. Les rumeurs évoquaient une baisse de l'objectif de taux de chômage à 6%. Eh bien, force est de constater que les rumeurs se sont une nouvelle fois trompées. L'objectif est maintenu à 6,5%. Donc, voilà pour les éléments fondamentaux. Je vous redonne le lien vers ces deux graphiques si cela vous intéresse. Et puis, on va maintenant parler marché, on va regarder ce qui se passe. Et puis, identifier quelques opportunités de trading. Alors, laissez-moi, si vous voulez, commencer par le CAC 40, mais on va passer sur l'euro-dollar parce qu'a priori il se passe quelque chose. Moi pour ma part, l'euro-dollar, on le sait, je vous ai proposé cette semaine cette structure. Alors dans l'esprit, j'avais ici quelque chose qui pouvait s'apparenter à une formation en épaule, tête-épaule. Nous sommes en données 4 heures ici sur la paire euro-dollar. Et donc cette pattern, je vous la propose depuis le début de la semaine. L'idée c'est quoi? On le sait, 1,3820, c'est le niveau de support daily. Et en fait finalement les cours n'ont pas effectué de pullback sur ce marché. Alors la stratégie c'était quoi sur la paire euro-dollar? Pour ma part, c'était soit vendre un excès, une accélération haussière vers les 1,40, un seuil horizontal bien sûr massif que tout le monde surveille. Et je vous rappelle d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne a récemment dit qu'au-delà d'un 40, elle allait sérieusement s'activer. En gros, cesser d'utiliser des mots pour influencer les cours, mais des mesures concrètes. Donc 1,40, tout le monde le surveille. Et en plus de cela, c'était donc le haut d'un canal haussier chartiste, ici en données 4 heures sur la paire euro-dollar. Donc l'idée qu'on pouvait avoir, c'était de vendre sur accélération l'euro-dollar. Il s'avère que là, l'euro-dollar choisit la voie de la baisse, probablement toujours sous l'influence donc de ce canal, ici en données 4 heures, et potentiellement donc de cette structure en épaule, tête-épaule, ici en données 4 heures. Alors là, somme toute, si la paire euro-dollar casse ce niveau ici qui se trouve à 1,3850, elle se repliera, je pense, en direction du bas de canal qui passe actuellement à 1,38, ou peut-être que des achats agressifs pourront être tentés avec un stop de 25 à 30 pips, soit sous les 1,3780. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de bouleversement sur la tendance de la paire euro-dollar qui, je pense, pourrait valider ce type de configuration. Donc attention, je vous rassure, il s'agit d'une configuration de court terme qui pour l'instant renverrait les cours dans la partie basse du canal en place depuis début février. D'ailleurs, c'est la Banque Centrale Européenne qui avait initié cette hausse. Mais laissez-moi revenir sur les marchés actions. L'idée c'était quoi? J'ai essayé aujourd'hui de trancher sur deux scénarios possibles et je vais vous reproposer ce graphique. En gros, pour les marchés actions européens, il y a deux scénarios. Soit une phase de correction en ABC, donc en 3 temps, a démarré la semaine dernière et en gros nous serions dans une phase de rebond technique qui était opportune pour vendre, et vous savez que l'indice CAC 40 est revenu chercher le gap haussier du 12 mars dernier, celui qui a été ouvert jeudi dernier, et donc voilà quelle était
le graphique que je vous ai proposé cet après-midi. Il y a deux possibilités. Vous êtes ici en données horaires sur l'indice CAC 40. L'idée c'était quoi dans l'après-midi? De constater que ce gap du 12 mars, que vous ne pouvez pas voir sur le CFD France 40, mais qui existe sur l'indice du marché au comptant, l'indice CAC 40, celui qui cote de 8h55 à 17h35, proposé donc par Euronext Paris. La partie haute du gap baissier du 12 mars se trouve précisément à 43,44. C'est pas une surprise hier si le contrat ici France 40 a fait son point haut sur 43,44. Et désormais, ces 43,44 sont la frontière entre deux scénarios. Soit une configuration de chartiste en tasse avec anse, que vous avez peut-être pour certains identifié, avec à la clé une accélération vers les sommets annuels, soit au contraire, un rejet sous 43,44, et je pense que là, il faudra attendre une rupture des 42,77 pour envisager, au contraire, une phase de correction en 3 temps ABC, où nous aurions finalement fait que la vague B, en revenant chercher les 43,44, avec un retour possible en direction des 41,50. Et ce scénario-là, de baisse en 3 temps sur l'indice CAC 40, correspond, vous le savez, à l'objectif théorique de la configuration double sommet qui a été inscrite sous 44,30, et je trouve ça intéressant pour ma part que les indices actions américains soient remontés et laissent la place d'une correction en 3 temps pouvant se mettre en place sur les indices européens. Donc je passe cette fois-ci en données journalières sur l'indice CAC 40. Je vous ai représenté à nouveau ici sur le CFD France 40 la position du gap baissier du 12 mars que vous ne pouvez visualiser que sur l'indice CAC 40 au comptant, donc le marché cash. Et on constate donc que ce gap baissier du 12 mars, autorise, crée un rejet des cours. Alors pour ma part, c'est ce que j'ai décidé de faire hier. J'ai shorté le gap. Alors pas tout en haut, mais lorsque les cours étaient en phase de complément donc de ce gap baissier du 12 mars. Alors pour l'instant, la position tient le choc, et j'ai envie de dire, elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée tout simplement parce que le marché doit casser 4277 points pour valider une correction en 3 temps. Pourquoi 4277 points est important et pourquoi ce scénario de vente du gap baissier du 12 mars n'est pas encore acquis? Eh bien, on va passer à nouveau sur le graphique horaire de l'indice CAC 40. Je vous remonte au passage l'indice Eurostoxx 50 qui est le benchmark européen. Vous êtes ici en données journalières où ce qu'on peut observer, c'est la situation suivante. Pour ma part, l'Eurostoxx 50 entre juin 2013 et le début de l'année est dans une phase haussière qui a désormais laissé la place à une phase de transition latérale face à un marché incapable d'inscrire de nouveaux sommets depuis maintenant plusieurs semaines. Et dans ce range se développent régulièrement des corrections en 3 temps. Nous en avons eu une ici en novembre-décembre 2013, une ici en début d'année, et puis je pense que nous sommes à nouveau dans ce cas de figure ici. J'exclus le choc baissier du 3 mars, car il s'agit d'un mouvement qui a été neutralisé immédiatement, ce choc de 10% qui avait lieu sur les actions russes. J'écarte ce phénomène exogène de géopolitique sur la lecture graphique des marchés actions. Donc en clair, tant que l'indice Eurostoxx 50 se situe sous les 3100 points, tant que l'indice allemand DAX 30, et je vais vous le chercher, puis on va passer en données horaires sur le CAC 40, se situe sous les 9320 points, et tant que le CAC se situe sous les 4344 points, eh bien je pense qu'un scénario en ABC peut devenir dominant sur ces marchés. Alors passons en intraday, en données horaires, pour voir qu'est-ce qu'il validerait. Il y a deux solutions. Soit vous avez vendu hier l'incursion dans le gap sur l'indice CAC 40, et on va revenir dessus. Et dans ces cas-là, la position, je pense que là, un stop peut être mis à 0. Pourquoi la position peut être sécurisée? Tout simplement parce que la vente ici, ok, c'est vendre un gap. Alors il est représenté ici, c'est 4344. Je vais vous le remettre ici en orange, comme ça que vous puissiez bien voir qu'il s'agit du gap baissier sur le marché au comptant. C'est important de temps en temps d'aller jeter un œil au marché au comptant, puisque le CFD France 40 ne tient pas compte de ces éléments-là. Là, nous sommes en clôture horaire. Pourquoi 4277 est un niveau majeur? Alors c'est 4277 et pas 78. C'est tout simplement la ligne de coup qui était parfaite de la structure en double sommet. Sauf qu'on connaît
les marchés, lorsque tout le monde voit ces figures chartistes idéales, les lignes de coup pile poil, elles fonctionnent jamais, enfin c'est pas au point près justement. Souvent le marché savait qu'il y avait des stops qui avaient été positionnés là dans le cadre de positions vendeuses, shorter la ligne de coup de la structure. Sauf que le marché est allé chercher plus haut. Il est revenu travailler ce gap baissier du 12 mars qui est en fait le déclencheur de l'accélération de la phase de correction qui a eu la semaine dernière. Donc le marché revient chercher le gap. Maintenant il y a deux solutions. Quand est-ce que le scénario d'une configuration en 3 temps sera active? À la rupture des 4277. Regardez le chandelier horaire d'hier. Je vais zoomer dessus. Un énorme chandelier ici en données horaires. Ça c'est quoi? C'est que des stops. Ce ne sont que des stops sur l'indice CAC 40. C'est tous ceux qui ont shorté agressivement ici la ligne de coup du double top à 4277. C'est tous ceux qui ont shorté agressivement cette position. Désormais sur la vente initiée dans le gap, c'est stop 0 ou légèrement au-dessus du gap baissier du 12 mars. En clair, qu'est-ce qui peut maintenant se passer? On revient tester 4277. Pour ceux qui ont une conviction bullish sur le marché, ça s'achète 4277. Pour ma part, j'ai fait le choix de vendre le comblement partiel du gap baissier du 12 mars. Ok. L'idée c'est quoi? C'est que si le marché réaccélère, le stop il est à 4346. La moindre clôture horaire au-dessus des 43-44 qui, je vous le rappelle, correspond à la partie haute au point près du gap baissier du 12 mars et le marché s'envolera et reviendra chercher ses sommets annuels à 4330. Donc vos niveaux d'intervention ils sont là. Là il est 19h13. Nous n'avons pas encore de clôture horaire. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que va nous donner le marché, mais malheureusement, pour ceux qui n'ont peut-être pas de position ouverte là sur l'indice CAC 40, vous êtes ici face à une zone de neutralité la plus totale. Alors, elle n'est pas énorme cette zone de neutralité, et on va bientôt passer sur la paire euro-dollar, mais la voilà. Vous pensez que le marché a fait un point bas majeur sur 4200. Dans ces cas-là, 4277 est un support qui s'achète. Vous ne pensez rien, peu importe. C'est un niveau qui offre du rendement risque. C'est-à-dire que l'achat des 4277 permet de viser les 4430 avec un niveau d'accélération en cassure horaire des 43-44, la partie haute du gap baissier, vous le savez, donc du 12 mars. Au contraire, vous avez fait le choix de vendre le gap baissier du 12 mars. Pour ma part, c'est le choix que j'ai fait dans le cadre d'une position spéculative intraday et absolument pas liée à ce qu'on peut penser sur ce marché à moyen terme. Et bien dans ces cas-là, le stop de protection de cette stratégie, c'est au-dessus des 43-44. Alors, aucun de ces deux scénarios n'a pour l'instant pris le dessus. 42,77, 43,44, les deux bornes. Vous avez une conviction bullish, vous payez 42,77, stop 20 points, objectif 43,44 puis 44,33. Au contraire, vous avez plutôt une conviction en ABC, celle que j'ai décrite tout à l'heure, la correction en 3 temps, qui permettrait d'ailleurs au double sommet sous 4430 d'exprimer son potentiel. Eh bien, le gap baissier du 12 mars se vend, et on peut même imaginer une stratégie de renfort vendeur en cas de cassure horaire des 42,77. Donc voilà pour ma part le cadrage que je peux vous proposer de l'indice CAC 40. Je repasse sur le CAC 40 en données journalières pour vous rappeler justement cette structure qui avait été mise en avant de double sommet sous 4430 et qui peut, qui en fait n'a pas exprimé son potentiel. Alors voilà pour ma part ce que je pense de ce marché. Après, seul le marché décidera. Ça me paraissait pas trop risqué de vendre le gap baissier du 12 mars. C'est plutôt pas mal que le marché soit allé chercher. Donc là on revient sur le marché du France 40. Les 4277, ok. Je vous ai simplement ici rappelé l'objectif théorique de cette formation de chartiste qui peut renvoyer le marché justement sur les 4150, accréditant l'hypothèse d'une correction de A, B et C. Mais il faut impérativement casser à nouveau 4277 pour envisager ce scénario-là. Donc pour l'instant, eh bien, le marché n'a pas tranché sur l'indice CAC 40 et donc clairement, 4277, je vous rappelle, ça s'achète avec un stop de 20 points et pour viser éventuellement les sommets annuels si vous considérez qu'un point bas majeur a été fait. J'observe ici quelque chose d'intéressant sur les paires en yens, c'est de nature à soutenir les indices puisque sur l'USD yen, le support des 101,20 tient à nouveau, mais somme toute sur l'USD yen, nous restons enfermés dans un marché de range. Toujours pareil, 101,20, 103.
Le marché avait tenté de sortir par le bas ici en cassant les 120, c'est réintégré. Le marché a tenté de casser à la hausse les 103 pour donner finalement un faux signal pour des paires en yens en fait qui restent complètement neutralisées. La UD-USD, il se passe rien, c'est piégeur. Moi, cette paire-là, je vous en ai parlé et reparlé. Je vous ai fait vous intéresser à la UD-USD ici le 4 février. Et à nouveau ici, sur ces séances du 28 février et du 3 mars, lorsque nous avons une structure en ligne de contre-attaque haussière, structure en chandelier japonais. L'idée, c'était d'acheter, de viser 90-86. En cas de cassure des 90-86, d'envisager ici une pattern en épaule, tête-épaule. Elle n'a pas été validée par une cassure journalière. Le marché revient, retente de casser, redonne un mauvais signal. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est pour ça que je ne me suis pas exprimé sur cette paire de devises cette dernière séance, car elle malmène cette ligne de départ des 90-86 et je préfère intervenir sur support sur la USD plutôt que sur cassure. Et donc en clair, pour l'instant, eh bien, rien n'est joué sur cette paire AUD-USD. Allez, je rebascule sur l'horizon de temps intraday. Cette fois-ci, on reste sur l'intraday. On va s'intéresser à l'argent. L'argent, je pense que potentiellement, il y a quelque chose à faire. C'est agressif, pourquoi? Car on sait que les métaux précieux sont justement sous pression, notamment l'once d'or. Alors, l'idée c'est quoi? Ce que je répète à chaque fois sur l'argent, 20-60 achat, 20-60 achat, 20-60 achat. Et je le répète, sachant que le principe c'est quoi? C'est d'avoir un stop de protection sous contrôle. Les 20-60, c'est ce niveau-là. Ça peut prendre du temps sur l'argent. Je vais vous remontrer d'abord un graphique en données journalières. Je pense que potentiellement nous pouvons avoir une divergence haussière cachée sur ce métal. Je vais vous le montrer. C'est basé sur un indicateur de momentum, le RSI. Et pour ma part, je serai toujours acheteur de l'argent sur 20-60. 20-60 avec un stop de quoi? De 30 points, 20-30. Et advienne que pourra. Voilà où se trouve donc l'argent. Alors, divergence haussière cachée, y a-t-il divergence haussière cachée? Tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'il nous manque un cours de clôture pour envisager ce scénario-là. Mais j'ai envie d'y croire. Alors, je vais passer ici en cours de clôture et tout dépend en fait de ce que va nous faire pour l'instant le marché. Si l'argent parvient à tenir justement les 20-60 en clôture journalière, nous aurons en effet une contradiction, à savoir un RSI qui lui semble vouloir inscrire un nouveau bas de marché, alors que l'argent, lui, eh bien, reste horizontal sur son niveau de support des 20-60. Attention, c'est absolument pas un scénario qui est acquis, mais voilà dans quel cas de figure nous nous retrouverions ici sur ce métal précieux. Un indicateur qui donne un faux signal en établissant un nouveau point bas, alors que les cours, eux, restent sur support. Mais rien n'est acquis, c'est agressif. L'argent, pour ma part, je pense toujours qu'on a fait un mât haussier, qu'on fait une phase ici de dérive latérale. Ce que fait l'argent, ça me rappelle cette phase, rappelez-vous, de compression. On l'avait bossé ensemble, elle avait duré plusieurs semaines entre 19 et 20-50 et à chaque fois je répétais j'achète 19, j'achète 19, j'achète 19, j'achète 19. C'était fatigant, c'était usant, on a fini par s'extraire par le haut de plusieurs semaines de transition latérale. Je pense qu'en fait c'est à nouveau la même chose, ce que nous fait l'argent ici régulièrement sous les 19, et bien là il fait probablement le même type de scénario ici sur les 20-60. Après, je ne sais pas ce que nous réserve ce marché à terme, mais j'ai envie de dire, les 20-60 vous offrent un timing et surtout du rendement risque. Et à cela s'ajoute qu'il s'agit donc d'un ratio de retracement important. Alors, en termes de rendement risque, comment est-ce qu'on peut faire sur l'argent? Eh bien, c'est quoi? On achète 20-60 et on met le stop sous, allez, 20-20 si vous voulez, mais même 20-30. Et si le marché nous met une énorme rouge et qu'il explose tout, qu'il revient à 19, eh bien je me serais tout simplement trompé. Trompé, oui et non, sachant que j'ai accompagné l'achat de ce marché depuis le début de l'année à plusieurs reprises. Mais je me serais par contre trompé là aujourd'hui si aujourd'hui les 20-60 ne génèrent pas un rebond. Alors voilà ce que je pense de ce marché, à confirmer lors des prochaines semaines, mais j'ai pas changé d'opinion. Les retours sur 20-60 sont pour ma part une opportunité d'achat. Après, si ce trade ne vous convainc pas, si vous trouvez que c'est pas bien argumenté ou que les arguments sont erronés ou que c'est faux, eh bien n'y allez pas. Et si le trade vous semble possible mais risqué, allez-y avec une petite position. Si vous voulez, sur l'argent, on aura le temps en fait de construire la position. Imaginons que les 20-60 tiennent. L'objectif ensuite, c'est quoi? C'est un mât haussier, une phase de transition latérale, un nouveau mât haussier. Alors là, je viens de calculer des objectifs de retracement
on va raisonner en extension. Où peut aller ce marché à moyen terme? Je reprends mon mât de hausse, que j'applique donc à mes 20,60, et la cible à moyen terme, c'est que ce marché soit capable de rejoindre bien les 22,75. Donc, si la cible c'est 22,75 et que le cours d'entrée c'est 20,60 avec un stop de 25 points, bon, en termes de rendement risque, c'est justifié. On a du FIBO, on a un niveau horizontal, on a le 50%, on a potentiellement cette divergence haussière cachée. Je vous rappelle, l'indicateur tente d'inscrire un nouveau bas alors que les prix, eux, restent soit haussiers, soit latérales. Bon, on a un certain nombre d'arguments chartistes pour tenter une intervention sur les 20,60. Attention, la sécurité serait d'attendre un nouveau débordement des 21 $ pour agir. Donc c'est agressif, mais voilà, faites-en ce que vous voulez. Moi je pense que là, il y a potentiellement quelque chose à faire. Alors, l'once d'or, Adrien tout à l'heure vous a proposé un graphique intéressant. Alors vous pouvez le prendre sur la disposition graphique. Moi ce que j'observe là sur l'once d'or, c'est que on vient en contact de la ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Elle passe à combien exactement? Elle passe à 1325. Donc on aurait finalement un argent sur support à 20,60 et un once d'or qui revient de manière, je vous l'accorde, ça fait mal, dans un bas de canal en place depuis le début de l'année. Bon, sur l'argent, sur l'or, on a eu ici une structure en avalement baissier dans la partie haute d'un canal. Le marché revient violemment ici, je vous l'accorde, c'est risqué, c'est violent, et j'ai pour ma part, du point de vue de la volatilité, une préférence pour l'argent métal. Que nous dit Ishimoku justement sur ce marché de l'argent? Eh bien que nous sommes en train de malmener la Kijun Daily. Donc c'est agressif, sauf que pour l'instant nous n'avons absolument pas de clôture, mais je vous rappelle que la cassure ici de la Tenkan autorisait donc une possibilité de repli sur la Kijun. Moi j'attire votre attention sur le fait qu'en effet il y a un bas de canal sur l'or, mais je préfère l'argent du point de vue de la volatilité. Alors, repassons en intraday, et cette fois-ci on va y rester, et on va regarder les indices, on va regarder le DAX, le CAC, le SP500, l'euro-dollar, voir un peu ce qui se passe sur l'ensemble de ces marchés. Donc, l'euro-dollar n'a pas proposé le scénario escompté, qui était celui d'une accélération vers 1,40 pour vendre. Mais il n'y a pas que le short dans le marché, on peut aussi acheter. Et donc, voilà pour ma part ce que je pense que nous pourrions faire sur la paire euro-dollar. Je vous rappelle que la cassure des 1,3820 était le gros signal technique qui avait donné ce marché début mars, et que pour l'instant le marché n'a pas effectué de pullback sur 1,3820. Pour ma part, je serais acheteur des 1,3820 et du bas de canal, avec un stop sous 1,3780. Donc, attendons, on va voir avec Madame Janet Yellen ce qui se passe sur ce marché de l'euro-dollar. Et d'ailleurs, on va essayer de se le laisser en triptyque, donc on va le laisser en plein écran, l'euro-dollar, voir ce qui se passe. Bon, le CAC 40, pour l'instant, sur ma vente initiée ici, donc dans le gap du 12 mars, eh bien, c'est le statu quo. Ça va peut-être se faire sortir à 0, ou non mais soyons honnêtes, pas à 0, il y aura une perte de 10 points, quoi, hein, parce que le marché, le stop, je peux pas le mettre à 0 pour le principe de pas perdre d'argent, ça n'aurait pas de sens. Le stop est à 43,44, et je le remets en orange, le gap, ici. Donc, pour certains, vous avez peut-être acheté ce retour ici sur les 4277, ou pas, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de signal donné sur le CAC 40 qui reste dans cet intervalle de neutralité 42,77, 43, 44. Qu'en est-il du DAX? Pour lui aussi, tout va bien pour le moment. À savoir que je vous ai parlé des 4277 sur le CAC, l'équivalent se trouve à 1220 sur le DAX. En clair, 1220 est un support qui se paye sur le DAX. Ok, ça se paye. Je vous l'accorde. Ça se paye pourquoi? Parce que le stop c'est 91, 95. Donc le stop c'est 25 points. Donc acheter 4280 sur le CAC et 92,20 sur le DAX autorise une prise de position avec 20 points de stop pour viser un retour sur 43,45 et en fait un comblement du gap baissier du 12 mars. Et si ce gap est comblé et débordé, le marché reviendra sur les sommets annuels. Et sur le DAX, pour l'instant c'est 92,20. Mais pour l'instant, ces niveaux tiennent. Et il y a aussi quelque chose aussi moi qui m'intéresse,
c'est donc cette ligne de tendance haussière qu'on va pouvoir tracer sur le DAX, et en fait qui seul nous permettra de trancher entre soit la correction en ABC, soit des points bas majeurs établis sur le DAX à 9000 points, parce que je vous rappelle que sur le DAX, 9000 points, c'est juste du solide. Après, pour le moyen terme, qu'est-ce qu'on peut envisager? Honnêtement, moi je vais vous donner mon point de vue de moyen terme. On a 4 minutes avant que Madame Janet Yellen parle. Je vais remettre le CAC ici. On va laisser ça comme ça. L'argent, on va le regarder aussi, mais on voit que ça travaille, hein, les 20-60. Hein. On se fait des frayeurs sur ce marché. Je ne sais pas ce qu'il va faire. On va peut-être tout exploser à la baisse. On verra. Mais pour l'instant, 20-60 prouve sa solidité. Il y a du combat sur 20-60. Donc on a 3 minutes. Je vais revenir sur des graphiques de journaliers pour voir au fond ce qui pourrait se mettre. Alors, il y a beaucoup d'analystes qui ont parlé de tête-épaule sur le DAX. C'est un piège dans le sens où le marché est spécialiste pour aller chercher les stops où tout le monde sait sont régulièrement positionnés de part et d'autre des lignes de coups des figures. Donc elles sont malmenées ces figures. À chaque fois, on se fait avoir. On se fait piéger sur le CAC en disant double top, ligne de coup 4280. Non, le CAC, il va chercher le gap. Mais on reste sous l'influence de ce double rejet. Le DAX, c'est encore mieux. Je vais vous le montrer en données journalières. Le DAX, c'est pas une tête-épaule. D'ailleurs, j'ai jamais réussi vraiment à la dessiner. Mais imaginons que le DAX soit passé comme l'Eurostoxx 50 d'une phase ascendante à une phase de transition latérale. C'est davantage une espèce de rounding bottom, de rounding top. On fait une structure de sommet difficile à attraper. Mais on voit bien finalement qu'on a cet esprit de retournement de tendance. Je trouve même plus le mot français. Le rounding top, c'est la formation arrondie de sommet, si vous voulez, donc typiquement qui n'a pas une ligne de coup précise, sauf que 9000 points, c'est clairement le seuil, le pivot du moyen terme, et c'était une des analyses proposées cette semaine sur le site. L'Eurostoxx 50, là aussi, et rappelez-vous que c'est le benchmark européen, l'Eurostoxx 50, une phase haussière. Nous serions désormais donc dans cette structure ici. Je vais enlever toutes ces choses un peu moches. Là aussi, qu'est-ce qui nous prépare? Moi, j'ai envie de retenir que nous sommes dans une phase latérale. Là aussi, on a quelque chose qui s'apparente à un rounding. Mais on voit que le marché tient pour l'instant les 2900 points. Les 2900 points sont l'équivalent des 9000 points du DAX. Où on l'a vu sur l'indice CAC 40. Des 4050 points, des 4100 points. Donc, moi je pense qu'à moyen terme, quelque chose de potentiellement correctif se met en place sur les marchés actions, mais nous n'y sommes pour l'instant pas, on aura le temps d'en reparler. L'indice S&P 500. Alors, ce graphique cercle en bleu clair les précédentes réunions du FOMC. Rappelez-vous, je vous ai donné tout à l'heure le calendrier. Régulièrement, bon, je ne vais pas vous dire à chaque FOMC ça monte ou à chaque FOMC ça baisse. Non. Tout ce que je sais, c'est que à chaque fois, nous avons dans les séances qui suivent des décalages directionnels. En clair, il va se passer quelque chose. Si ce n'est pas ce soir, ce sera jeudi, vendredi. FOMC du 19 juin, choc baissier. FOMC du 1er août 2013, choc baissier. FOMC du 19 septembre, choc baissier. FOMC du 30 octobre, le marché a continué de dériver à la plat et est reparti. Rebond sur support le 18 décembre. Décrochage ici, le FOMC du 29 janvier. Et là, eh bien, pour l'instant, il ne se passe rien. Le SP500, comme vous l'a dit tout à l'heure Adrian, c'est bullish. C'est hyper bullish. D'autant plus que le marché réintègre ici les 1850 points et donc peut parfaitement revenir chercher ici les 1888 points. Alors, on va repasser sur l'horizon de temps horaire et voir ce que l'on peut faire, mais pour l'instant ce que j'observe c'est que l'USD-Yen tient bien. En fait, si l'USD-Yen tient bien, c'est pas que le marché vend du yen, mais le marché achète du dollar américain. Le marché achète du dollar américain qui a été fortement pénalisé, on le sait, essentiellement à cause, on l'a vu, d'une dégradation de la conjoncture américaine, je dirais, déguisée, c'est-à-dire que nous avons une économie qui a été en partie bloquée, et clairement, il y a de fortes chances que le dollar américain rebondisse.
La paire euro-dollar, pour l'instant, rien de spécial. Si vous avez fait confiance à cette structure qui a pu être mise en avant depuis le début de la semaine en épaule, tête-épaule, eh bien on a potentiellement un marché qui peut revenir dans le bas de canal, qui passe actuellement à 1,38. Alors 1,38 peut s'acheter sur l'euro-dollar, avec un stop de 20 points. Et là je pense qu'on va le surveiller pour voir ce que fait ce marché. Dites-vous bien que une réintégration des 1,38, 1,38,20 serait extrêmement négatif pour le suite de la tendance de la paire euro-dollar. Mais somme toute, je pense que les supports seront achetés. Donc la stratégie pour moi, elle est claire, c'est de tenter des achats sur cette zone ici des 1,38, le bas de canal avec un stop sur 1,37,80. Donc ça, on le surveille et on le garde ici. La vente sur le CAC 40, alors d'ailleurs la vente sur le CAC 40, on va essayer de mettre le stop à 0. Enfin à 0, non, on va être honnête, hein. On va le mettre au-dessus, juste au-dessus donc du gap baissier du 12 mars. Comme ça, la position, si le marché arrache, eh ben, elle sera perdante, mais pas dans l'excès. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur le marché. L'indice S&P 500, eh bien, lui, pour l'instant, se comporte, ma foi, plutôt bien. Et clairement, eh bien, bon, pour l'instant, il reste dans un range qui est très réduit en données horaires. Vous avez 18,68 et ici les 18,74. Ça, c'est le range du SP500. Je vous rappelle qu'il était ici guidé dans sa hausse en données horaires par une ligne de tendance haussière qui a été cassée, réintégrée. On voit qu'elle fonctionne à nouveau, qu'elle fait office de support. Et donc nous sommes désormais enfermés ici dans des bornes, ma foi, plutôt étroites sur ce marché. Donc, sur les indices, pour l'instant, pas de signaux donnés sur les marchés actions. Donc, c'est plutôt sur le marché d'échange qu'il se passe des choses. On a vu que l'USD Yen eh bien, rebondit et donc tient plutôt bien, avec un rebond que je trouve tout à fait solide. Donc, ça paye du dollar américain. J'imagine que l'USD-CAD, lui, doit aussi continuer de bourrer, puisque j'ai vu qu'il tentait d'inscrire de nouveaux sommets. Le rebond du dollar US met forcément de la pression, on l'a vu, sur les métaux précieux. Sauf que voilà, à un moment ou un autre, là, il va falloir en effet que vous preniez une décision. Vous avez les 20,60 ici de l'argent, avec du rendement risque. Et puis vous avez enfin, je vous rappelle ici, on va le retracer, sur l'once d'or, eh bien, le bas de canal en place depuis donc, alors on va retracer précisément le canal ici sur l'once d'or, avec en plus des indicateurs qui reviennent tout en bas. C'est hyper agressif hein, par rapport, si vous voulez, à ce qui se passe là, et je vais arrêter de dire si vous voulez toutes les 5 secondes. Mais d'un point de vue chartiste, des achats peuvent se justifier. Donc, voilà où se trouve l'once d'or. Hein. J'ai une préférence sur l'argent. D'autant plus que, vous voyez, l'équivalent de l'argent, les 20,60, c'est plutôt les 1280 de l'or. Mais voilà où se situe en H4 actuellement l'once d'or. Vous êtes dans le bas du canal en place depuis le 31 décembre. Premier test de la ligne de tendance haussière depuis début février. Voilà donc un marché qui revient sur cette ligne horizontale importante. Si vous tentez un achat sur l'or là, le stop c'est 10 points quoi. C'est bon, c'est voilà hein, pour le principe, j'ai envie de dire du seuil chartiste. Pour le principe du seuil chartiste, c'est quelque chose qui peut se tenter. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde d'autres indicateurs, j'ai l'impression là que c'est redevenu clairement baissier ici sur l'once d'or. D'où ma préférence sur l'argent. Mais vous avez donc ici cette ligne de tendance haussière qui soutient les cours, avec donc une possibilité d'intervention, mais pour ma part hautement risquée, avec un stop d'une dizaine de points. Alors que pour l'instant, eh bien, l'argent, bon bah, aucun problème, il travaille toujours les 20,60. Le CAC 40, il se passe rien. L'euro-dollar, l'objectif est de l'attraper dans le bas du canal qui passe actuellement à 1,38. Donc l'idée c'est d'être acheteur eh bien, d'une mèche sur 1,38. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on va le laisser. Donc ici, dans le triptyque, nous avons l'euro-dollar et on surveille les 1,38. En fait, toute incursion,
entre 1,38 et 1,38,20 avec un stop dans ces cas-là qu'on va positionner sous 1,37,80. L'USD Yen, l'USD Yen, intéressant. L'USD Yen, on voit que le support des 101,20 fonctionne en fait plutôt bien. Après, moi je m'en ballerai pas à votre place sur l'USD Yen. C'est-à-dire que ce marché, pour ma part, si on regarde ici en intraday, il est dans un range 101,20, 102,80, 101,20, 102,80. Bon, là, alors en effet, on valide ici en horaire une configuration au double creux, mais honnêtement, je vous le donne en 4. La cible, elle n'est pas très éloignée. Votre cible ici sur l'USD Yen, ça va être 102,67 quoi. Bon, donc, puis on est sur du graphique H4. Donc, ce que fait la l'USD Yen, pour l'instant, c'est rien de transcendantal, si ce n'est que on a un rebond sur support, mais que, somme toute, on a des résistances qui se trouvent très, très proches du niveau actuel des cours. Donc, je vois davantage une possibilité d'initier des achats si là, dans les minutes qui viennent, eh bien, nous avons un test de l'euro-dollar des 1,38. Je pense qu'un 38 peut forcément donc créer une réaction haussière. Donc on s'emballe là, je vois que je regarde des commentaires, le dollar américain s'envole, le dollar américain s'envole. Restons quand même, gardons les pieds sur terre. Le dollar américain ne s'envole pas de manière... Alors par contre l'USD CAD, alors ça l'USD CAD ça m'intéresse. L'USD CAD, parlons-en. L'USD CAD, il y a deux possibilités, je vous les donne tout de suite. C'est quoi? Soit vous avez une lecture ici en triangle chartiste, et donc les cours en seraient sortis par le haut, ou en tout cas tenteraient d'en sortir par le haut. Intéressant d'observer sur l'USD CAD, et je pense que quitte à acheter du dollar, autant acheter la paire la plus bullish, l'USD CAD. On va pas prendre et se griller les ailes sur les actifs un peu moins limpides. L'USD CAD serait donc sorti par l'eau de cette configuration en triangle chartiste que je vous ai déjà proposé. Ce qui me plaît sur cette configuration de l'USD CAD, c'est qu'on a eu cette cassure haussière. Le marché a tenté de faire en H4 ici une shooting star, immédiatement neutralisée, prise à contre-pied par un chandelier horaire qui fait à peu de choses près le pullback ici sur la partie haute du triangle symétrique. Sauf que nous avons sur l'USD CAD les récents sommets qui passent ici, donc il va falloir clairement réussir à s'en affranchir, mais somme toute, ça reste quand même une paire hyper bullish. Alors là, on arrive après la bataille. Bon, nous sommes sur un graphique H4. Honnêtement, il faut que ce marché soit capable d'inscrire une clôture jour au-dessus donc de ces 1,1224. Mais quitte à jouer un rebond du dollar américain, allez le chercher sur l'USD CAD, pas sur l'USD Yen. Allez le chercher sur l'USD CAD, car honnêtement cette configuration en triangle symétrique elle me semble pas dégueulasse, si vous me permettez l'expression. Et puis on va essayer d'aller en déterminer la cible théorique. On va reporter l'amplitude de la figure donc au point de cassure, ce qui nous donne comme des cibles quand même, au moins une première cible. Alors moi le 1, le 100% d'extension, j'évite toujours de me m'emballer. Le 61,8 fonctionne bien. En clair, nous aurions potentiellement un USD CAD susceptible de rejoindre, lors des prochaines séances, les 1,1340 dollars canadiens. Voilà donc ce que ce marché serait susceptible de faire. Et là, c'est intéressant. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous attendez une clôture 4 heures ici des 1,1224 et vous aurez un beau signal de trading pour envisager 100 points de plus. Soit vous attendez un nouveau test de l'oblique ici de résistance qui a été franchi, donc qui peut s'apparenter donc à une lecture en triangle symétrique. Et on va coller pile poil au cours pour aller chercher l'oblique. Mais voilà, nous aurions donc cette structure que je trouve intéressante sur l'USD CAD qui serait donc en train de relancer. Mais attention, vous avez donc cette oblique à franchir. Donc je pense que nous pouvons tenter les achats ici si le marché revient à nouveau sur les 1,1150. Tester donc cette pattern. Donc en clair, le CAC 40 pour ma part a été vendu dans le gap baissier du 12 mars. Et je ne touche à rien, le stop est mis à 43,51. Et je serais vraiment soulagé si si le marché enregistre une clôture horaire
sous 42,77. Et dans ces cas-là, nous aurions un scénario de baisse en 3 temps. A, B et donc C, permettant au double sommet d'exprimer son potentiel théorique. Mais nous sommes là toujours dans l'intervalle de neutralité 42,77, 43, 44. Ça c'est pour les actions. Les métaux précieux. L'once d'or, vous avez donc cette oblique de tendance haussière. Elle tient le choc. C'est agressif et je préfère l'argent. Mais vous avez un indicateur intraday ici, survendu. C'est un marché extrêmement bullish depuis le début de l'année. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ce qu'on appelle les performances year to date, les performances annuelles des actifs financiers. Je vous le donne en 4. Quel est l'actif le plus performant? Un des actifs les plus performants, toutes classes d'actifs confondues, l'once d'or, prend 12% depuis le début de l'année. Et donc j'ai envie de dire, le test ici de l'oblique, c'est quelque chose d'intéressant. Les 20-60, l'argent, j'y tiens, et je signe, ça me plaît, d'autant plus qu'il y a une possibilité de divergence haussière cachée en données journalières. L'USD CAD, si vous voulez acheter du dollar, achetez de l'USD CAD et visez 1,1340. Et enfin, la paire euro-dollar, si vous voulez acheter la paire euro-dollar, attendez les 1,38, stop sous 1,3780. Vous voulez shorter l'euro-dollar, attendez les 1,40. Donc voilà, concrètement c'est ça. Alors, est-ce qu'on a des informations intéressantes à proposer? Alors ok, le marché du travail s'améliore de manière plus rapide que prévu aux États-Unis. Alors, bon, voilà ce qui est de nature à soutenir le dollar américain, car, en tout cas là, en séance, le marché va surtout s'intéresser, vous savez, aux objectifs de la politique monétaire de la Fed. Est-ce que Janet Yellen nous dit quelque chose? Pour l'instant, elle répond aux questions. Elle s'est contentée de lire plus ou moins le communiqué dont je vous ai donné le lien tout à l'heure. La Fed s'attend à ce que petit à petit l'objectif du taux d'inflation soit atteint, mais il n'y a pas de timing. En clair, le marché ne sait toujours pas si les États-Unis s'apprêtent à engager un cycle haussier des taux d'intérêt, comme c'est le cas, je vous rappelle, en Nouvelle-Zélande. Vous avez tous pu observer la force du dollar néo-zélandais. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'once d'or était un des actifs les plus performants depuis le début de l'année. Avez-vous jeté un œil aux performances des paires de devises depuis le début de l'année face au dollar américain? Quelle est la devise la plus performante? Oui, c'est le dollar néo-zélandais. Tout simplement parce que, oui, c'est fait, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a donné le point de départ d'une hausse des taux d'intérêt qui ne fait que commencer. Donc l'argent sur 20,60, l'eurodoll m'intéressera sur 1,38, l'USD CAD, allez, honnêtement on peut viser à 1,1350, de toute façon c'est bullish et les paires en CAD c'est pas terminé. Voilà concrètement ce que j'observe pour l'instant sur le marché. Alors, donc, alors oui Antoine, pour ce qui est du DAX, quand j'évoque des cibles à 8700 points, j'évoque du moyen terme. Attention, faut toujours faire attention avec le rythme de marché. Moi le DAX à moyen terme, j'estime en effet qu'il nous construit petit à petit une structure de sommet. J'ai jamais défendu la tête-épaule. Je pense qu'on a davantage des figures de sommet plus complexes. Et oui, j'exclus pas que cette année le marché a cherché 8700 points. Mais c'est cette année. Hein. Je vais pas me mettre en face là de ce qui se passe. Il y a un rebond technique. Et pour ma part, c'est un rebond technique. Et c'est 9000 points, le pivot de moyen terme. Alors, merci Steph, c'est gentil. Alors, visiteur. Bonsoir Vincent, de rien. Alors, l'euro-dollar. Considérant que le tapering se poursuit, donc la réduction des achats d'actifs, et que la déflation menace toujours l'Europe, est-il envisageable que les 1,3967 soient un point haut? Alors, je pense pas. Non, je ne pense pas que nous ayons atteint là un point haut. La déflation menace toujours l'Europe. Bon, a priori, c'est plutôt, depuis le début de l'année, un autre thème qui s'impose en Europe, c'est une accélération d'inflation. C'est ce qu'a régulièrement défendu, on a vu, les dernières réunions de la Banque Centrale Européenne. L'euro-dollar, et c'est quelque chose qui est difficile pour l'économie européenne, reste bullish et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, le reste. J'ai pas encore constaté d'éléments permettant de défendre un point haut majeur de l'euro-dollar.
J'aurais aimé une accélération vers 1,40 pour tenter des ventes. Mais pour l'instant, d'un point de vue technique, c'est bullish. D'autre part, l'inflation, on a vu, reste sous contrôle au sein de la zone euro, accélère aux États-Unis. Je vous rappelle que le marché ne s'intéresse qu'aux taux d'intérêt réels, soit déflatés, donc corrigés des taux d'inflation, et les taux d'intérêt réels restent supérieurs au sein de la zone euro. Alors, les acheteurs, Diableman nous dit, les acheteurs se sont gavés sur l'or et ont suivi toute la descente. Bonne opportunité d'achat. Alors, bon, en effet, hein, l'or, je vous le remontre, hein, voilà ce que fait l'or là. J'ai rien mis sur ce chart. J'ai mis deux trucs. Enfin, deux trucs, pardon. Deux éléments chartistes. La ligne de tendance haussière depuis le début de l'année. Et on a en effet un indicateur. Alors, y a-t-il une divergence ici? Non, il n'y a absolument rien. Donc, il y a deux possibilités. L'once d'or, bien sûr qu'il va falloir bientôt l'acheter. Sauf que vous avez pour l'instant un indicateur H4 ici qui fait une incursion dans la zone de survente. J'attendrai au moins... J'aimerais constater la création d'une divergence haussière. Pour l'instant, non. Mais voilà, la ligne de tendance, là, elle s'achète. Hein, voilà, ce que je vous dis, elle s'achète. Elle s'achète. Point barre. L'argent, ça tient. L'eurodoll, on attend. L'USD CAD, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. L'AUD, il se fait manger parce que le dollar américain rebondit. Donc l'AUD, hein, pour ma part, tant qu'il ne fait pas une belle clôture journalière au-dessus des 91, je cesserai de communiquer sur son potentiel, même si j'y crois. L'AUD CHF, j'aime beaucoup, c'est Romain qui me montrait ça. L'AUD CHF, vous l'avez sur le site, dans le zap des paires en CHF. J'ai pas de graphique à vous montrer sur la plateforme, mais je vais vous montrer. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu dans l'analyse de Romain d'hier. Vous voulez jouer l'AUD, jouez l'AUD CHF. Jouez pas la UD-USD, moi j'y comprends rien la UD-USD. Enfin, j'ai plus un moment cru, j'ai compris jusqu'à 91, depuis j'y comprends rien. Vous voulez jouer le rebond du dollar, achetez l'USD CAD. Vous voulez jouer la UD, regardez la UD CHF. Vous avez une compression, ça me rappelle ce qu'avait fait l'argent. Là c'est les 19 $ de l'argent, et là vous avez une oblique de tendance baissière. Il y a une compression géniale de la UDCHF entre les 78,40 et la ligne de tendance baissière en place depuis début de l'année 2013. On comprime avant une explosion vers 82. Ce que fait la UDCHF, c'est vraiment ce qu'a fait l'argent à l'époque, au-dessus donc des 19. Alors l'USD CAD, pour l'instant ça se passe bien et je pense que oui, il faut être acheteur de l'USD CAD. L'eurodoll m'intéressera si le marché revient à 1,38 avec un stop sous 1,37,80. Et quant au CAC 40, je pense que le scénario en ABC, on pourra crier victoire en cas de cassure horaire ici des 42,77. Alors Kader, le NZD4, je ne le suis pas, mais je sais que Nicolas vous a proposé des ventes agressives, mais je ne sais pas où il en est. Voilà. Antoine nous donne, alors ici un scénario hyper carré. Alors Antoine, je poste votre commentaire, je vous laisse le prendre. Voilà, Antoine ici nous donne donc son scénario sur le DAX, donc je vous laisse en prendre connaissance. Totov nous dit que le dollar réintègre sa ligne de tendance haussière, le dollar index. Moi je me méfie des indices devises parce qu'on peut les construire de plein de façons différentes. Je regarde l'USD CAD, il me plaît, c'est typiquement la monnaie. Le dollar il est surtout fort face au dollar canadien. Donc je préfère des achats USD CAD qu'USD Yen par exemple, hein. Ou des ventes euro dollar quoi. L'euro dollar je l'achète sur support. Le Bund, écoutez, il fait plus rien. Le Bund fait plus grand chose. Sauf que là, il a l'air de se faire un peu exploser. Alors, vous êtes face à un graphique horaire. Moi, je me suis intéressé au Bund ici lorsqu'il y a eu la divergence haussière, à la cassure des 142. On vous a fait tout solder lorsque le marché est revenu à 143. Depuis, j'ai pas grand chose à vous proposer. En tout cas, là, tout de suite maintenant, j'ai vraiment rien. Le Bund là il est sous pression car nous avons une hausse des taux obligataires américains qui crée un effet de contagion sur les taux obligataires allemands, mais ça reste très limité
Et somme toute, un marché du Bund qui reviendrait à nouveau sur le support des 142 m'intéresserait à l'achat. Donc le Bund, je suis à nouveau acheteur d'un retour sur 142. Et c'est peut-être un marché dont on parlera demain. Donc Bund, 142, ce sera achat, comme la dernière fois. Alors l'eurodoll, il nous met quand même sa grosse rouge. Mais step by step, là, je surveille. Il y aura un achat à faire bientôt, là. Avec un risque contrôlé. Il y aura un achat à faire. Ça ressemble, c'est un peu le bas de canal sur l'once d'or. Ça passe à 1,38. Voilà, 1,38. C'est agressif, hein, parce que le dollar américain, on a vu, rebondit plutôt bien. Et voilà, sur 1,38, moi je pense qu'on pourra parfaitement donc tenter un achat sur la paire euro-dollar. Voilà, juste, on achète 1,38, stop 1,3775. Et on attend. Ah oui, le WTI, bien joué Ch'tibilout, le WTI en H4. A priori, il y avait un canal, il y avait un truc qui se mettait en place. Alors là, je suis en H1. Non, en fait, non, j'ai pas grand chose là, sur le WTI. Je vais regarder en H4 ce qui se passe. Alors, le WTI, je vous rappelle que on a un marché qui tient un ratio de retracement. Alors, on va le mettre, c'est le 50%. Voilà, hein, donc ce qu'on a en fait sur le WTI. C'est ça qui tient le choc pour l'instant. Donc c'est les 50%, les 98-20. Bon, honnêtement, sur le WTI, moi j'ai rien quoi. Alors, je sais que il y avait à la base une divergence baissière daily. Moi j'attendrais en fait quelque chose sur le daily pour le WTI. Bon là je ne l'ai pas bossé avant de préparer l'émission. Donc j'en parlerai demain. De toute façon, alors c'est vrai que j'ai été peu présent cette semaine, d'ailleurs j'ai pas fait d'émission. J'en ferai probablement pas demain, puisque demain je vous rappelle qu'à 14 h vous retrouvez Jean-Étienne Lenné, spécialiste de l'analyse technique, qui vient à 14 h. Moi je vous retrouverai vendredi dans une émission, dans l'émission habituelle de l'après-midi, peut-être un peu plus la semaine prochaine. Mais je reprendrai le temps de vous proposer les points de marché que je vous proposais avant. Mais là j'ai eu moins de temps ces derniers jours. Donc on résume. L'achat or se tente sur la ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année, soit à 1330. C'est agressif. Je préfère l'achat argent à 20,60 avec un stop sous 20,40. Le CAC 40, j'ai choisi mon camp, la vente du gap du 12 mars avec un stop actuellement 43,51. Si le marché remonte et va me chercher, je serai sorti avec une perte d'une dizaine de points, peu importe. En cas de cassure des 42,77, je pense que nous aurons un marché correctif en 3 temps. Il en va de même pour le DAX. En cas de cassure par le DAX des 9220, nous aurons clairement un marché qui viendra chercher les 9000 points. Donc, vous avez deux niveaux à retenir. 42,77 en clôture horaire sur le CAC et 9220 en clôture horaire sur le DAX. Si ça casse, c'est la cave. L'eurodoll, j'achète 1,38, stop sous 1,3775. L'USD CAD, c'est bullish et plus que jamais bullish. La paire est sortie par le haut d'une configuration en triangle symétrique qui se développait depuis début février. L'ultime confirmation viendra d'une clôture 4 heures au-dessus des 1,1225, objectif 1,1350, si ce signal de clôture au-dessus de ce niveau horizontal est donné. Et donc pour conclure, le dollar américain se reprend, certes, il n'empêche, je ne pense pas que l'euro-dollar va revenir à 1,30. Je serai donc acheteur de l'euro-dollar à 1,38, acheteur de l'USD CAD. Les indices, j'en ai parlé. Les métaux précieux, acheteur de l'argent 20,60, 1330 l'or, ça me plaît moins, mais c'est une ligne de tendance haussière. Le Bund, j'attends 142, j'achète. Et en clair, voilà donc quelles étaient les idées de trading que je pouvais vous proposer ce soir. Il est bientôt 20 h. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce point de marché. J'espère que ça vous a plu. Demain, il y a à nouveau un gros programme. Notamment donc Adriane à 9h15, Nicolas Morning Meeting 11 h, et donc ce webinaire spécial exclusif animé par Jean-Étienne Lenné, que vous connaissez peut-être, éminent professeur d'analyse technique en université française, vous proposera donc à 14 h une émission dédiée à la règle des 7. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, mais j'écouterai comme vous demain cette émission sur la règle des 7. Pour ma part, je vous retrouve de vive voix vendredi à 14h15, si tout va bien. Voilà, excellente soirée et à bientôt.